3 engins de défrichage, un camion, une douzaine d'agents du département. Ce lundi matin, le travail a donc repris pour débroussailler les abords de cette départementale 281. Une opération plus que nécessaire sur cette ancienne route des Chicanes, interdite à la circulation depuis plus de 5 ans. Il y a énormément de végétation, avec notamment des végétaux qui ont une certaine épaisseur. Donc ça nécessite des engins particuliers. Et puis aussi, pour démarrer ces opérations, on est amené aussi devant à retirer tous les encombrants qu'il y a dans la végétation et dans les fossiles, puisqu'on retrouve notamment des carcasses de vélos, des bouteilles vides de butane, enfin un certain nombre d'obstacles qui ne nous permettent pas d'avancer comme on le souhaiterait. La semaine dernière, une dizaine d'occupants de la ZAD avaient menacé les agents du département, des menaces verbales. C'est pour cette raison que le chantier avait dû être interrompu. Ce lundi matin, les escadrons de gendarmes mobiles ont donc pris position à tous les carrefours, un impressionnant dispositif de sécurité mis en place par la préfecture. Il ne restera peut-être pas identique à celui qu'on a eu ce matin, ça va dépendre de la façon dont les choses se passent. Si les choses se passent aussi bien qu'elles se passent actuellement, le dispositif naturellement sera allégé par la suite. Et la suite devrait durer environ 1 mois pour le défrichage des talus, mais aussi la remise en état de la route elle-même. Si les conditions restent les mêmes, la départementale devrait être rouverte à la circulation mi-mars. C'était la condition posée par l'État, un préalable aux discussions sur l'avenir de cette ZAD et la redistribution des 1650 hectares de terres agricoles. Ici, un train peut en gêner un autre. C'est tout le problème de la gare d'Ancenis qui ne bénéficie que de 2 voies, une dans chaque sens, ce qui limite forcément le trafic des TGV et des TER qui se partagent l'espace. La solution, c'est donc la voie bis, la voie de garage. Il y a la voie 2 bis qui encadre le quai central actuellement et la future voie qui sera créée dans le cadre des travaux qui s'appelle la voie 1 bis qui sera dans le prolongement du bâtiment voyageur. Précisément ici, à droite, de l'autre côté de ce grillage sur cette ancienne voie ferrée. Cette voie 1 bis permettra de faire circuler 4 à 10 TER supplémentaires chaque jour. Elle sera mise en service dans 3 ans, fin 2020. D'ici là, d'autres travaux sont déjà lancés, des travaux d'accessibilité. On en profite également pour mettre en accessibilité PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, l'ensemble de la gare. Donc en complète autonomie par la pose d'ascenseurs sur chaque quai notamment et la réfection des quais et du passage souterrain actuel. Et le premier des 2 ascenseurs sera situé ici. Cette partie de chantier sera terminée dans 1 an, en mars 2019. C'est un enjeu stratégique pour la ville d'Ancenis. C'est un impact important pour l'économie locale parce qu'on a beaucoup d'entreprises, donc beaucoup d'emplois. On a plus de 25 000 emplois sur le pays d'Ancenis. Ils vivent pas tous sur le bassin ancenien, donc c'est des apports extérieurs. Voilà. En l'occurrence, 800 personnes prennent le train chaque jour pour travailler à Ancenis. D'ici 3 ans, un autre chantier important sera également mené aux abords de la gare, la construction d'un parking silo de 200 à 400 places de stationnement. Cette année, c'est 25 millions d'euros qui vont donc être distribués. C'est sur un tiers d'année, donc ça veut dire que l'année prochaine, c'est 75 millions d'euros, puisqu'on passe en année pleine. Et puis de nouveau, 25 millions supplémentaires pour la rentrée 2019. Donc c'est comme ça qu'on a construit la partie budgétaire des 950 millions. La partie sur appel à projet, elle est de 450 millions d'euros. Il y en a déjà 130 qui ont été distribués au travers des appels à projets. Quand on demande aux enfants le menu idéal, frites derrière. Mais ce midi à la cantine, rien de tout cela. Cette maman est venue manger comme sa fille. Des betteraves bio, une blanquette de veau avec des céréales, du fromage et un fruit. Je trouvais que c'était bon, voilà. Donc c'était bien de venir voir aussi parce que souvent les enfants font des retours voilà, qui sont les leurs et voilà, ça permet de voir vraiment ce qu'il en est. À Saint-Nazaire, plus de 5000 repas sont produits chaque jour par la restauration municipale à partir de 40% de produits locaux et 10% de bio. Les menus sont déterminés par une diététicienne qui respecte les grammages, l'équilibre alimentaire et puis bien entendu, parce que la restauration municipale a aussi cette mission de faire découvrir de nouveaux goûts aux enfants.
Après le repas, Jawed et ses copains ont fait un épervier sous les yeux de sa maman. De voir qu'il y a vraiment une réelle organisation, qui sont très bien encadrés et bien pris en charge en fait, jusqu'à 13h30. C'est rassurant. Depuis décembre, 5 parents sont invités chaque jour entre midi et 2 dans un des 20 groupes scolaires de la ville. Objectif, faire changer leur regard sur la pause méridienne. Ça, c'est une grosse découverte pour les parents qui, en général, parlent de la cantine. Alors la cantine, c'est une réalité sur le temps du midi évidemment, mais en fait c'est une pause, c'est la pause méridienne, c'est la prise en charge de l'enfant sur un temps qui n'est pas un temps d'école. Les activités sont encadrées par des animateurs socio-éducatifs. C'est bien ça que payent les familles. Et pour les plus curieux, il y a même la possibilité de visiter le mercredi après-midi l'UPAM, l'unité de production alimentaire, où sont préparés les repas des enfants. Ils ont vraiment priorisé les projets solidaires, les projets sociaux, les projets décentrés et puis les projets aussi transversaux, c'est-à-dire oui, il y a de la culture, mais c'est porté par un public amateur, porté parfois même par des publics marginaux. Donc ça fait qu'il y a des partenariats inédits. Le projet, par exemple, de nuit au Jardin des Plantes, c'est un projet, je pense, qui va interpeller. Et je pense aussi qu'une expérience comme les 24 heures de la danse, au sein d'un chapiteau porté par Quai des Chapes, c'est aussi une performance intéressante. La nuit, c'est pas que le centre-ville, mais on voit bien que la grande victoire, elle est aussi sur la mixité des porteurs de projets et des bénéficiaires. Dans le hall, la fresque monumentale n'a pas bougé. En revanche, au cœur de la soucoupe, les habitués ne reconnaîtront sans doute pas le sol. Un nouveau revêtement a été installé par-dessus le parquet, touché par les infiltrations d'eau. Mais le plus gros chantier a surtout concerné la toiture, qu'il a fallu entièrement réétanchéifier, une gageure pour un tel bâtiment. Quand on a un gymnase avec une toiture normale, une pente normale, ça va assez vite et les entreprises savent faire. Quand il s'agit d'un toit convexe, rond, sur lequel il faut non seulement enlever l'existant, mais remettre de l'isolant et une sorte de bitume pour refaire l'étanchéité, et tout ça sur une surface énorme, plus grande qu'un terrain de foot, c'est plus compliqué. Toutes les entreprises ne savent pas faire et il a fallu le faire avec minutie pour être certain du résultat. Dès ce week-end, le sport reprendra donc ses droits dans la soucoupe. Une bonne nouvelle pour les clubs nazériens orphelins depuis un an d'un équipement pouvant accueillir 2000 personnes. C'est la plus grande salle que l'on ait pour des compétitions sportives. On a une forte valeur associative à Saint-Nazaire, créé de nombreux événements et donc il nous manquait un plateau complet. Donc c'est maintenant fait, on va pouvoir réutiliser et le planning va devenir très chargé très vite. Et dès le 16 février, la soucoupe renouera avec ses amours en accueillant un gala de boxe avec 5 combats pro au programme. Le biogaz en particulier a moins d'impact sur le réchauffement climatique ou sur la qualité de l'air que l'utilisation d'une énergie thermique classique, que ce soit le diesel, l'essence ou le charbon, c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Ensuite, il y a l'émergence d'une économie, puisqu'on est en lien, en accompagnement d'un potentiel agricole et industriel agroalimentaire extrêmement fort dans le Grand Ouest, puisque je rappelle que la région Pays de la Loire est la deuxième région de France en matière agricole et d'industrie agroalimentaire. Donc c'est une opportunité pour les territoires et pour le monde agricole de produire de l'énergie et d'avoir une ressource aussi complémentaire. Donc on est vraiment dans une vision à la fois énergétique, économique et d'aménagement du territoire et de transport qui sont au cœur de la région. C'est une multiplication par 12 en 2017 de la capacité de production de biométhane. Ça représente encore un peu moins de 1% de la consommation régionale, mais on a plus de 28 projets à l'étude qui devraient émerger dans les 3 années à venir et qui vont multiplier encore par 7 cette production. On est vraiment sur un développement extrêmement important, même plus rapide que la dynamique nationale et qui nous permet de dire que la région Pays de la Loire, elle est en bonne route pour aller vers 30% de biométhane à horizon 2030. 15 hectares à transformer et à imaginer, c'est ce que propose Pick-up Production avec son projet Transfert. Le terrain des anciens abattoirs de Rezé va devenir une zone d'art et de culture. L'idée, c'est vraiment un projet expérimental, donc on avance jour après jour. Et donc on va avoir de quoi accueillir du public, de quoi boire un verre, de quoi manger, de quoi accueillir des propositions artistiques, aussi bien plastiques que spectacles vivants.
et des choses qui vont évoluer tout le temps. Ça veut dire que le 30 juin, le site aura un aspect, aura une base d'accueil, et cette base elle va évoluer au fur et à mesure de l'été, au fur et à mesure des années, pour se développer, peut-être aussi par moments rétrécir. Tout ça, ça va s'inventer, ça va se définir en fonction du projet, de comment ça se passe, des rencontres qu'on va faire. Le remorqueur va déménager sur le site ainsi que le centre socioculturel de Rezé. Un projet qui se veut donc collectif dans un quartier en pleine mutation avec prochainement la création de Pirmine-les-Îles. La transition, elle est en cours. Vous avez dû voir ici que beaucoup d'activités se sont transformées. On est sur un site alternatif. On a une nouvelle économie qui s'installe, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. On a Scopelli, on a la ressourcerie de Lille. Donc il y a une volonté de mutation et de transition. Pour l'accompagner, rien de mieux qu'une réflexion culturelle et artistique. Enracinée, bien sûr, parce que ça doit s'inscrire aussi dans une démarche plutôt d'éducation populaire pour que les citoyens aussi puissent avoir toute leur place. Cette zone d'art et de culture ouvrira ses portes le 30 juin prochain lors du lancement du voyage à Nantes et durera 5 ans. Pour en savoir plus, une rencontre publique est organisée le 20 février prochain à la Maison des Îles. Des défilés carnavalesques, des concerts sur 5 scènes différentes. Le programme des festivités s'annonce chargé pour les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, d'autant que la déclaration d'utilité publique qui concerne ce projet sera caduque. Une grande fête pour dire notre plaisir d'avoir atteint finalement l'objectif, le premier objectif. Maintenant, il y a effectivement l'avenir de la ZAD et ça sera aussi le sens de cette fête. Le projet, c'est enracinons l'avenir et protégeons ce bocage, avec sa biodiversité, les habitants, les expériences qui ont pu y être développées. Pour l'occasion, les participants sont invités à venir planter un arbre. Et la journée reviendra également sur les 50 ans de lutte pour ce mouvement. L'occasion, selon les militants, d'ouvrir une nouvelle phase et d'afficher leur unité. Il ne faut pas qu'il y ait d'expulsion sur zone pour que ce soit serein. Pour ça, il faut qu'il y ait un gel de la situation pendant 2 ou 3 ans, le temps qu'on remette à plat toutes les différentes questions de propriété, d'usage, et que nous, on ait le temps de créer une entité qui correspondrait à notre envie en fait, pour demain. Le mouvement a toujours été très très clair sur le fait que nous, on s'engageait à ce que tous les gens qui vivent ici et qui désirent y rester puissent y rester. Donc non, il n'y aura pas d'expulsion. Difficile pour les organisateurs d'évaluer le nombre de participants samedi, mais plus de 50 bus en provenance de toute la France sont déjà annoncés. Il faut vérifier ces frais de fonctionnement, vérifier que nos investissements ne génèrent pas plus de frais de fonctionnement, mais vérifier aussi tous les frais financiers, les subventions que nous versions. Et donc c'est bien évidemment être de plus en plus rigoureux partout. Partout, nous regardons à l'euro près et nous gardons des marges pour investir.